Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Psychanalyse pour tous, mardi soir, nous sommes 28 janvier 2025, nous y sommes arrivés, félicitations. Et donc, nous devons continuer. Donc aujourd'hui, nous nous sommes posé une question assez intéressante, je dirais. Assez intéressante dans le sens où le sujet d'aujourd'hui, c'est « Suis-je normal ?» Et c'est une question que nous nous sommes pratiquement tous posés à un moment donné de notre vie. Et certains continuent à se poser la question, bien évidemment. Alors, assez frio aussi, assez frio. Martine, bonsoir. Samy, bonsoir. Annick, bonsoir. Olivier, bonsoir. Donc, et on va voir... Attendez, on va placer ça comme ça pour que je puisse voir les commentaires parce que sinon je ne les vois pas. Donc, psychanalyse pour tous, je m'appelle Clémence Flonis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero à Madrid. Donc, le sujet d'aujourd'hui, Régina, bonsoir, le sujet d'aujourd'hui, il s'agit de voir un petit peu ce que ça veut dire normal. Je suis normale. Ces questions que Sanae, bonjour, bonsoir, ces questions que nous nous posons, à savoir qu'est-ce que ça veut dire normal, hein, pour savoir si... Alors, nous allons bien évidemment répondre à la question, bien évidemment nous allons réussir à répondre à la question, bien que on va voir que chacun d'entre nous, nous n'allons pas obligatoirement trouver ce que nous cherchions exactement. Pourquoi? Parce que ça n'est pas possible, simplement parce que ce n'est pas quelque chose qui est possible. Dans le sens où il y aura toujours des questions qui resteront sans réponse, des interrogations qui n'auront pas de réponse. Féti, bonsoir. Alors, comme je disais, et Shrazad, bonsoir, de nombreuses personnes se posent la question à savoir, suis-je normale? Si, qu'est-ce que ça veut dire la normalité, Marie-Christine? Et surtout, pourquoi vouloir être normal, hein? Pourquoi vouloir à tout prix être normal? Raquel, bonsoir. Alors, on va directement aller, Marilyn, bonsoir, voir ce que nous dit Freud, à ce sujet. Quand on lui a, lui aussi, on lui a posé la question, qu'est-ce que être normal? Qu'est-ce que la normalité dans la vie d'un être humain? Marlène, bonsoir. Et il va, lui, réussir à répondre et d'une façon assez concise. Il dit qu'une personne normale, c'est une personne qui a la capacité de travailler et qui a la capacité d'aimer. Alors, a priori, on pourrait tous se sentir concernés, n'est-ce pas? La capacité d'aimer et la capacité de travailler dans le sens où, en plus, il ne va pas définir ce que veut dire la capacité de travail et la capacité d'aimer. Il ne va pas le définir. Normal, c'est en relation avec les normes. Nathalie, bonsoir. Mais on va voir que justement, ce n'est pas simplement en relation avec les normes de notre société. Sinon que ça va plus être en relation avec, comme toujours, avec chacun d'entre nous. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en relation avec chacun d'entre nous, c'est en relation avec notre propre morale. Donc, et pour s'intéresser un petit peu à cette normalité, nous allons aller voir le texte de Freud que je vous recommande, qui est très intéressant, qui s'appelle « La morale sexuelle culturelle et la nervosité moderne ». Alors c'est assez intéressant parce que c'est un texte qui date bien évidemment du début du siècle passé et qui parle, et Nicole bonsoir, et qui fait encore bien évidemment en référence à tout ce qui nous arrive aujourd'hui, 100 ans après, hein, qui fait encore référence à tout ce qui nous arrive, où apparemment nous pourrions penser que nous avons modifié un petit peu nos manières de faire, nos manières de vivre les uns avec les autres, mais en fait ce n'est qu'une apparence, ce n'est qu'une apparence.
Et en fait, ce qu'il va dire, ou ce qu'il va dire dans ce texte, veut dire dans cette recherche de vouloir à tout prix être normal, ben, c'est quelque chose. Touria, bonsoir, ravi de vous revoir cela. Permettez-moi de vous dire que la couleur rouge te va très bien. Quelle élégance aujourd'hui. Merci Touria. Donc, il va nous dire que, en fait, vouloir à tout prix être normal, c'est quelque chose, en fait, qui va nous rendre plus malades que nous avons besoin de l'être. Hein, c'est-à-dire que beaucoup de malheurs, on se sent malheureux parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas normal. Il sera bonsoir. Alors, ce qu'il va nous dire dans ce texte est qu'il y a plusieurs types, on va dire, de morale sexuelle, culturelle, et que pour pouvoir vivre avec les autres, comme vous le savez, ben, il nous a été imposé de nombreux sacrifices, et de nombreux sacrifices à une grande partie de la population. Et donc c'est quelque chose, on va dire, qui constitue un danger pour la société elle-même. On va voir cette morale sexuelle culturelle, ce vouloir correspondre à ces normes, comme disait Olivier, mais on peut se poser la question, parce que être normal, c'est aussi vouloir ressembler à tout le monde, non? Être normal, c'est-à-dire rentrer, Brahim, bonsoir, et rentrer dans les normes, c'est-à-dire correspondre à cette recherche à tout prix de la normalité qui correspondrait, non, comme ressembler aux autres, non, ne pas être anormal, c'est-à-dire comme si la normalité faisait partie de la majorité. Mais la majorité, c'est une chose, et une autre chose, c'est chacun d'entre nous. Hein. Donc, comme on disait, la normalité est en relation avec la morale. Et nous vivons dans une société qu'on appelle de double morale. C'est-à-dire qu'il y a des choses, non, des doubles morales, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont autorisées pour certaines personnes et qui ne sont pas autorisées pour d'autres, ou qui sont bien vues chez certains et mal vues chez d'autres. Et on inaugure le sens de la double morale en relation avec la sexualité des hommes et la sexualité des femmes, ou cette double morale, c'est-à-dire que les hommes et les femmes, nous allons nous marier, nous allons tous les deux nous jurer fidélité, et pourtant dans la société, et c'est tout à fait accepté que les hommes ne soient pas si fidèles, et que les femmes, on leur demande cette fidélité. La scène, bonsoir. Et que même si on a l'impression, comme je disais au départ, que nous vivons dans une société où ces idées de fidélité ou de différence entre les hommes et les femmes ont beaucoup diminué, je ne sais pas si elles ont beaucoup diminué. Elles se sont un petit peu transformées en apparence, mais dans le fond, elles continuent à ressembler à ces... On continue à penser que la femme, quand elle est infidèle, très souvent, elle se sent très coupable, alors que l'homme, quand il est infidèle, la culpabilité ne va pas le guetter autant que chez la femme, par exemple. Mais bon, ce qui va nous intéresser, c'est de penser qu'il existe cette double morale, et qu'il existe cette double morale non seulement dans les relations entre les hommes et les femmes, sinon qu'il existe cette double morale dans différents secteurs de la société. Et une société qui tolère une double morale de cette façon, non, nous disait Freud, c'est que c'est une société qui a Myriam, bonsoir, on va dire, qui a un amour limité à la vérité. C'est-à-dire que la société dans laquelle nous vivons préfère les apparences et les mensonges que cette vérité et cet amour à la vérité. Et que cet amour à la vérité va faire que cette difficulté à être en relation avec cette vérité et de préférer se cacher derrière cette double morale, par exemple, Reda, bonsoir, va toucher notre capacité d'aimer et notre capacité de travailler aussi. C'est-à-dire que comme nous avons tous tendance à vouloir cacher la vérité, c'est-à-dire à
présenter les choses sous d'autres formes un petit peu faussées et de Michel Bonsoir et de colorer en fait la réalité par d'autres formes. Ce qui fait qu'on trompe les autres et on finit bien évidemment par se tromper soi-même. Et c'est-à-dire que c'est quelque chose, Sandrine Bonsoir, c'est quelque chose qui va être contraire à ce qu'on cherche. Et c'est aussi ce qui va produire et augmenter ce qu'on appelle la nervosité moderne. Et Kélifi, bonsoir. Bonsoir la Tunisie. Et tout ça, bien sûr, quand on parle de nervosité moderne, ben on va faire référence aux névroses. Alors d'un côté, vous vous rappelez, on avait vu qu'il y avait les névroses actuelles, c'est-à-dire la neurasthénie, l'hypocondrie, la névrose d'angoisse, qui sont en relation avec la sexualité actuelle du sujet, qui sont en relation avec l'exercice, on va dire, de la génitalité. Mais rappelez-vous qu'en psychanalyse, quand on parle de sexualité, on ne va pas se centrer uniquement sur la génitalité, mais cette sexualité est très associée à la génitalité. Ahmed, bonsoir. C'est-à-dire que quand il y a une limitation dans la génitalité, après c'est plus difficile d'avoir un autre type de sexualité. Et d'un autre côté, il y a les autres névroses, qui sont les névroses de transfert, qui font référence à la phobie, à l'hystérie et à la névrose obsessionnelle. D'accord ? Et là, ce sont des névroses qui sont en relation avec des problématiques avec la sexualité infantile, mais pas parce qu'il s'est passé quelque chose dans la sexualité infantile ou dans le passé, sinon que face à une difficulté de la réalité actuelle, face à un manque de satisfaction dans la réalité actuelle, le sujet a recours, il va appeler au secours sa sexualité infantile pour se satisfaire sur des modes infantiles. Donc, bonsoir l'Algérie. Donc il sait qui est Freud, il va nous dire qu'il y a 3 degrés de culture. De culture sexuelle, on va dire. Une où il est autorisé d'avoir une activité sexuelle, donc ça dépend bien évidemment de chaque sujet. Non, l'activité sexuelle va au-delà de la reproduction. Et une activité sexuelle qui ne va pas au-delà de la reproduction, sinon une sexualité qui n'est en relation qu'avec la reproduction. Et ensuite, il y a le 3e qui est seulement avec la reproduction et en plus avec une reproduction légitime, c'est-à-dire à l'intérieur d'un mariage. Anne, bonsoir. Effetti dit principe de réalité pour une société de double morale et justement société en elle-même pathologique. Oui, mais on ne va pas critiquer la société, c'est pas le but, même si on le fait, sinon de voir comment chaque sujet face à cette situation peut prendre une attitude ou une autre. Hein? Donc, on va dire Rachid, bonsoir. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est face à ça, comment chacun d'entre nous peut réagir, quelles sont les possibilités de réaction face à cette situation. Donc, on va voir, par exemple, quand on fait référence à la perversion chez les pervers, où on dit qu'en fait, la sexualité des pervers n'est pas orientée vers la reproduction. Et les névrosés, eux, qui en général veulent être normaux, on va dire, qu'on va voir qu'ils vont être plus normaux, pas plus normaux, sinon plus moral que ce que leur constitution le leur permet. Et être plus moral que ce que leur constitution leur permet, ce ne c'est pas parce que ce sont des êtres qui ont une constitution limitée, sinon parce que il y a des choses de l'être humain, c'est pour ça que c'est intéressant de connaître cet être humain qu'auquel on ne peut pas leur demander. On ne peut pas demander à un être humain de ne jamais exprimer d'agressivité, par exemple. Non, on ne peut pas demander certaines choses aux êtres humains, et quand l'être humain veut se demande un être sans aucune manifestation d'agressivité, hein, bien évidemment, il va y avoir des troubles qui vont se manifester. D'où l'importance de savoir que chacun d'entre nous, nous avons
nous avons ces tendances agressives. Ou de la même façon, on pourrait parler de la culpabilité, de l'angoisse, de toutes ces choses qui font partie de la vie de tous les êtres humains. C'est-à-dire que le standard culturel des sociétés, le standard de normalité, en fait, exige à tout le monde la même conduite. Et ça, bien évidemment, c'est une injustice. Nous ne pouvons pas demander à tous les êtres humains de prendre le même chemin, de suivre le même chemin, de vouloir les mêmes choses et de créer tous une vie similaire. Non, c'est quelque chose d'impossible. C'est quelque chose d'impossible. Et ça, c'est la psychanalyse, on va dire, qui marque et qui souligne l'importance de prendre en considération que nous sommes vraiment tous différents et que c'est pour ça que les diagnostics ne vont ne faire que mettre des étiquettes. Et ce qui est important, c'est de pouvoir se rendre compte que nous sommes tous différents. Valérie, bonsoir. Bien que quand on fait la lecture, après, parce que une chose c'est d'étudier, non, comme va nous le présenter ici Freud, la situation de la normalité chez les êtres humains, ou cette tendance qu'ont de nombreux êtres humains à vouloir être normal, ou en tout cas à sembler normal, non, ressembler à quelqu'un de normal. Et en fait, cette injustice de vouloir tous suivre ces exigences sociales, Alessandra, bonsoir, très souvent, rend les hommes impuissants et rend les femmes anesthésiées, non? Frigides, on dit aussi. Et non seulement pour l'exercice de la sexualité génitale, qui est une chose, mais comme je disais, mais sinon de la sexualité, c'est-à-dire de tout ce qui correspond à la vie de l'être humain, puisqu'en fait la sexualité de l'être humain est en relation avec tout ce qu'il est capable tout ce dont il est capable de parler, toutes les choses sur lesquelles il va pouvoir mettre des mots, ça fait partie de la sexualité des êtres humains. Alors vous voyez que nous avons tous obligatoirement une sexualité complètement différente. Et donc c'est-à-dire que, bonsoir Sonia, donc c'est-à-dire que on va voir par exemple quand on parle de cette sexualité agrandie, on va parler de l'amour, du travail qui font partie de notre sexualité. Et en fait, ces exigences sociales sur cette tendance à vouloir absolument être normal, donc comme je disais, ça rend les hommes impuissants non seulement pour la génitalité, sinon aussi impuissants pour le travail ou pour obtenir simplement un petit travail avec des salaires minimums ou avec des femmes qui sont frigides et c'est-à-dire qu'on peut considérer comme incapables même de travailler. Il y a des gens qui sont tellement d'exigences, qui se sont tellement inhibés qui n'ont même plus la capacité de travailler. Et donc cette exigence de l'abstinence qui va être considérée comme quelque chose, parce que on va dire oui, on peut considérer que nous avons des idées modernes et que nous ne pensons pas que la sexualité doit se réduire à la reproduction. Pourtant, de nombreuses personnes annulent leur génitalité, annulent leur relation sexuelle une fois qu'ils ont fait leurs enfants. Une fois qu'ils ont fait leurs enfants, ça s'arrête. Et ça, c'est encore très courant. Et donc, cette exigence de l'abstinence de toute activité sexuelle, donc de toute activité sexuelle, on va dire non seulement de la génitalité, mais de toute activité sexuelle, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec les autres. Tout ce qui me met en relation avec les autres et à avoir avec ma sexualité. Et donc on va voir, parce que c'est pour ça que je dis que ce ne sont pas simplement ce qui est en relation avec les idées que moi je pense que j'ai sur la sexualité, que je peux penser, je suis une femme moderne, je peux penser que les hommes comme les femmes ont le droit d'être infidèles, ou au contraire, non, je vais penser que ni l'un ni l'autre a le droit d'être infidèle.
selon la morale de chacun. Et on va dire, mais ça, ce sont des idées que nous pouvons présenter dans les conversations avec les amis. Mais ce ne sont pas vraiment, ce ne sont pas obligatoirement nos idées, parce que nos idées, c'est celles qui vont se manifester dans notre manière de vivre. C'est celles qui vont montrer comment nous vivons. Et qu'il va falloir prendre en compte, bien évidemment, la présence de ce surmoi qui vient participer et qui vient nous montrer un petit peu réellement ce que notre morale va nous permettre ou ne pas nous permettre. D'accord? Donc, parce que quand on parle d'impuissance, on ne parle pas simplement de l'érection ou de la frigidité, on parle aussi de la possibilité de pouvoir penser, de pouvoir aimer. Donc ce ne sont pas des choses, je veux dire penser, c'est-à-dire aller au-delà de mes idées habituelles, parce qu'il y a des gens qui pensent, mais qui pensent toujours, non? Toujours dans leur secteur, toujours en boucle, on va dire, non? Qui pensent en boucle. Mais ça, ce n'est pas penser. Non, ça s'est tourné dans la tête. Donc, c'est pour ça que si on dit qu'une personne normale, c'est une personne qui a la capacité d'aimer et la capacité de travailler, on va voir un petit peu de quelle capacité on parle. On va voir que, par exemple, dans les couples, la névrose et la perversité sont-ils des échecs d'une adaptation psychique et sociétale? Non, on ne va pas considérer ça comme des échecs, Féti, non, parce que ni la névrose, ni la perversion, dans le sens où ce sont des positions psychiques que nous pouvons à un moment donné tous utiliser, ce ne sont pas réservés à ce qu'on va étiqueter, c'est donc que ce sont des choses que nous pouvons utiliser à un moment donné et qu'on ne peut pas ce sont des choses, rappelez-vous que les névroses, les perversions, toutes ces petites choses qui font obstacle à un bon développement de notre vie, ben on ne va pas pouvoir les éviter. C'est-à-dire qu'ils vont faire partie de notre vie, on doit les comptabiliser comme quelque chose, ben oui, nous n'allons pas vivre en pleine liberté. Après, bien évidemment, il existe la possibilité de pouvoir faire face, on va dire, de pouvoir changer, non? Parce que la psychanalyse, ce qu'elle va proposer, ce qu'elle va offrir, c'est cette possibilité d'une mobilisation de la libido, donc c'est-à-dire d'avoir plus de chances, d'avoir plus de manières de jouir de la vie, d'avoir la possibilité de trouver de plus de satisfaction dans la vie que celle que j'ai l'habitude d'utiliser. Parce que, si vous vous rappelez, quand on parlait des symptômes, quand on parlait de ces névroses, pour l'appareil psychique, il y a une satisfaction. Alors le problème pour le sujet, et c'est principalement un problème pour le sujet, c'est-à-dire qu'il va chercher la satisfaction toujours de la même manière. Alors que la satisfaction peut être obtenue, même dans l'appareil psychique, de manière bien différente, donc bien évidemment selon les actions de chacun. Alors, notre inconscient nous empêche d'aimer et de travailler. Non, Rachid, notre inconscient ne nous empêche rien. C'est nous qui nous en empêchons. Non, parce que encore, je veux me laver les mains, je veux dire, c'est à cause de l'autre. C'est inconscient. Non, ce n'est pas l'inconscient. D'accord? C'est une position du sujet. D'abord, l'inconscient n'existe pas en lui-même tout seul. Il existe théoriquement. Mais ce qui fonctionne en nous, c'est notre appareil psychique. C'est-à-dire qu'il n'existe pas un inconscient sans un surmoi, sans un moi, sans un ça. D'accord? C'est un tout, notre appareil psychique. C'est pas que l'inconscient, il est méchant et alors il fait des choses comme je n'ai pas beaucoup de connaissances sur l'inconscient, ben je vais dire que tout est à cause de lui. Non. D'accord? Ce sont les positions du sujet. Et là, on parle de la position morale du sujet. La position morale. Donc, par exemple, quand on parle, on fait référence au couple de monsieur et madame qui sont mariés et qui, pour pouvoir vivre ensemble, ont renoncé à beaucoup de choses. Et donc, bien évidemment, c'est quelque chose qui va réduire le possible bonheur de chacun.
Et ce qui fait que très souvent, ce qui se passe dans les couples, où va s'établir bien évidemment cette maladie nerveuse dont on parle, c'est que face à ce manque de satisfaction dans la relation de couple, ben, la femme va avoir tendance à aller chercher et à satisfaire par manque de satisfaction avec son compagnon. Elle va aller chercher une satisfaction au niveau de ses enfants. Et donc, toute sa tendresse, tout son amour vont se déverser sur ses relations avec ses enfants, qui vont se retrouver avec une tendresse exagérée, avec une protection exagérée, avec un amour exagéré et tourmenté même, puisqu'on va se retrouver, ces enfants vont se retrouver avec toutes des tendances d'une mère insatisfaite, n'est-ce pas? Et donc, mais le problème, c'est pas simplement que cette femme soit insatisfaite, sinon que tout ça, cette femme qui est insatisfaite, tourmentée, préoccupée, angoissée, non, par manque d'amour, par manque de satisfaction, on va dire, tout ça qu'elle va déposer tout ça chez ses enfants. Et déposer tout ça chez ses enfants, ça veut dire qu'elle va réveiller chez ses enfants une sexualité prématurée, c'est-à-dire une sexualité adulte prématurée. Dans le sens où les enfants, ils ont leur sexualité, bien évidemment, mais ils ont leur propre sexualité. Non, comme les parents qui vont dormir avec les enfants, par exemple, qui laissent les enfants rentrer. Oui, il veut dormir avec moi parce que sinon il dit qu'il dort pas. Donc on le laisse dormir, mais c'est la même chose, non, dans le sens où non seulement la relation de couple, non, est entravée par la présence des enfants, et n'est pas vont entraver la relation de couple, non, du couple, mais en plus les enfants, ils vont recevoir toute une énergie sexuelle, donc qui va être transmise, qui ne correspond pas du tout, bien évidemment, parce que c'est pas là qu'ils doivent trouver ces énergies sexuelles. C'est pas avec papa et maman, bien évidemment. Donc, en plus, dans les familles, toutes ces disputes entre les hommes et les femmes qui peuvent avoir lieu dans les maisons, on va dire, et où il va y avoir, où les enfants vont pouvoir découvrir ce qu'ils appellent, qu'on leur a dit que c'était l'amour, et que c'est aussi la haine, et qu'il y a aussi de la jalousie, non, et que donc il va y avoir que tout ça, ça fait partie de notre sexualité d'adulte. Tout ça, cette énergie sexuelle adulte va être transmise aux enfants, et ensuite en plus on va leur interdire, parce qu'après l'éducation va leur interdire d'avoir un réveil sexuel, alors que très souvent ils ont un réveil sexuel bien avant que la société le leur permette, et en plus c'est une sexualité qui a été réveillée. Et pas simplement réveillée, sinon qui a été provoquée par la vie des parents, hein, par la vie des parents devant eux. Donc, donc ils vont avoir, et ensuite l'éducation va leur interdire cette sexualité, donc qui a été provoquée par la vie en commun avec ses parents insatisfaits. Et tout ça, ça peut provoquer bien évidemment chez les enfants une nervosité que certains n'abandonneront jamais de toute leur vie. Donc, parce que la névrose, et quand on parle de névrose, c'est que n'est pas qu'elle va éliminer toutes les possibilités que l'être humain a, toutes ses capacités, toutes ses facultés. L'être humain, c'est une personne qui a en général de grands potentiels. Et il y a des gens qui sont névrosés et qui pourtant arrivent à développer une vie très riche et à faire des choses extraordinaires. Mais la névrose, c'est un poids qui est très lourd. C'est-à-dire que, au lieu de vivre tout ce qu'ils ont à vivre de façon un peu plus légère, ils doivent traîner cette névrose qui vient faire obstacle, non, qui vient pas faire obstacle, sinon qui ne va pas faciliter le développement de leur activité. Donc vouloir à tout prix être normal, non, de suivre ces préceptes de normalité, en fait, exiger
ou par la société, ou par le surmoi de chacun d'entre nous, eh ben, c'est quelque chose qui va provoquer des maladies nerveuses. Donc, c'est-à-dire que c'est un sacrifice inutile. C'est un sacrifice inutile, hein, qui va mettre plus des bâtons dans les roues qu'autre chose. Et donc, et on va dire que, par exemple, dans ces relations de couple où on veut à tout prix aimer la personne avec laquelle on vit, désirer la personne avec qui on vit, donc ça aussi, ce sont des exigences qu'on s'oblige à avoir. Ben, ça provoque bien évidemment des troubles dans la relation de couple, et en plus, ça peut provoquer directement une impossibilité d'aimer. Ou tout le contraire, c'est-à-dire que le bonheur qu'ils cherchaient dans leur relation de couple, ben, ça va être le contraire qui va se produire. C'est-à-dire qu'il va y avoir une augmentation d'angoisse et cette peur de la mort que manifestent certaines personnes. Être normal diffère d'un pays à l'autre. Non, on va dire que être normal diffère d'une personne à l'autre. Hein? Ça va dépendre de chaque personne. Donc, c'est-à-dire que ça va dépendre du surmoi de chacun d'entre nous. Et rappelez-vous que dans la formation du surmoi, ce n'est pas simplement l'introjection des figures parentales qui ont été assimilées et qui ont été intériorisées au niveau psychique, sinon c'est toute l'histoire de nos familles, toute l'histoire de la famille qui a été intériorisée dans notre surmoi. Non? Après, bon, il faut s'en détacher, hein, parce qu'on en a eu besoin pour la constitution du sujet. Pour nous séparer de nos parents, on a eu besoin d'introjecter donc ces figures parentales dans l'appareil psychique pour venir justement nous aider à nous mobiliser et nous mettre en contact avec les autres, non, pour pas taper tout le monde, pour ne pas crier notre insatisfaction tout le temps, sinon apprendre à être en relation avec les autres. Mais il arrive un moment où ce surmoi, ben, son action peut diminuer énormément. Et on n'a plus besoin d'un surmoi qui vient nous surveiller à tout moment. Et non seulement surveiller ce que nous allons faire dans la réalité, mais en plus surveiller nos idées, nos pensées, nos désirs inconscients. Parce que le surmoi, il a cette capacité, il a une partie inconsciente où il est capable de découvrir des désirs interdits que je ne me permets même pas de manifester et que le surmoi a détecté. Madame, c'est qui juge si je suis normale ou pas? Ah ah, encore Dina, encore une qui veut savoir si elle est normale ou pas. Vous voyez? Alors, la normalité, ce que vient nous dire Freud, que ce n'est pas c'est pas un objectif, c'est pas quelque chose, on ne doit pas chercher, non, la normalité. C'est pas quelque chose qui est intéressant de chercher la normalité. Sinon que ce qui est intéressant, c'est de chercher comment moi, comme personne particulière, différente, semblable aux autres, mais différente, je vais faire mon chemin pour trouver mes satisfactions. Et très souvent, mes satisfactions ne vont pas se trouver sur le chemin de la normalité. D'accord? Alors, donc, comme on parlait de la peur de la mort, donc certains manifestent de cette angoisse vitale qui provient en général justement de ce sacrifice énorme que le sujet en fait s'exige à lui-même. C'est-à-dire que le surmoi va exiger au moi, comme disait donc le moi qui n'est pas maître dans sa demeure, qui doit répondre aux exigences du surmoi et qui va se retrouver donc à vouloir chercher une normalité qui va lui mettre des bâtons dans les roues et qui va venir causer être normal, c'est être satisfaite. Bon, si vous voulez, c'est pas mal comme définition. Être normal, c'est avoir une satisfaction avec les choses que nous faisons dans la vie. Alors, parce que si on diminue nos aspirations à la normalité, ben en même temps, on va diminuer des situations qui nous conduisent directement à la maladie. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant à penser, c'est-à-dire que... et
il y a une illusion, non, de vouloir savoir ce qui est la normalité. Mais c'est une illusion, ça n'existe pas la normalité en telle quelle, puisqu'elle va exister chez chacun d'entre nous d'une manière particulière. Non, c'est-à-dire que chacun pense ce que c'est que la normalité et et en plus il peut le changer, non, que ça va pas être fixe et durer toute notre vie avec les mêmes normes pour nous conduire dans cette soi-disant normalité. Donc tout ça, ce sont des illusions, pour penser ce que c'est que la normalité. Donc rappelons-nous que justement ce que vient nous dire Freud, qui est libre de préjugés, c'est la capacité de travail et la capacité d'aimer. Mais quand on dit d'aimer, c'est pas seulement aimer quelqu'un, sinon c'est la capacité d'aimer son travail, d'aimer les livres, d'aimer faire ci, d'aimer faire ça. C'est-à-dire que aimer, c'est quand notre libido est en relation avec la réalité extérieure. C'est-à-dire que notre énergie psychique est en relation avec l'extérieur. Parce que l'amour est en relation avec cette libido qu'on appelle cette libido d'objet. Et la capacité de travailler dans le sens où on ne peut pas vivre sans travailler. De la même façon qu'on ne peut pas vivre sans aimer. Alors on ne peut pas, mais dans quelle situation on va être si on le fait, non, dans ce sens-là. Et c'est-à-dire que pour ceux qui aiment et qui travaillent, ils peuvent tous se considérer avec un degré de normalité. Non? Et ensuite, quant au reste, on va dire que c'est plus en relation, on va dire, avec d'autres types de questions, à savoir est-ce que je suis normale, est-ce que je suis une femme, est-ce que je suis vraiment un homme, est-ce que je suis mortel, etc. Non? Et ensuite, on va voir. Donc on peut dire que d'une certaine façon, il n'y a pas de normalité car une partie de nous échappe. Ça c'est une manière de penser, oui. Donc nous sommes normaux dans notre singularité, non, dans notre particularité, dans notre manière tout à fait particulière. Et même si nos manières de faire vont contre l'idéologie dans la société dans laquelle nous vivons, parce que dans la société dans laquelle nous vivons, il y a une idéologie qui nous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut faire ci, il faut faire ça, d'accord? Et que cette morale qui existe dans la société, les idées qui existent dans la société, les idées culturelles de civilisation qui existent qu'on les appelle correctes ou incorrectes, peu importe, non? C'est, on va dire, ce sont des normes qui appartiennent à la société, que chacun d'entre nous pouvons établir, on va dire, pas nos propres normes, parce qu'on n'a pas besoin de tant de normes, ni tant de morale pour vivre. Et que si nous arrivons à faire notre propre vie, et ça c'est un conseil, c'est-à-dire faire notre propre vie avec nos propres manières et notre propre manière pour obtenir la satisfaction, le conseil c'est la discrétion. C'est-à-dire que si on fait de la publicité sur notre manière de faire face à la réalité et de satisfaire nos aspirations vitales, on va dire, c'est quelque chose, bien évidemment, qui va provoquer les autres. C'est pour ça qu'il est recommandé, on va dire, de pouvoir maintenir une certaine discrétion sur ce que chacun d'entre nous allons faire et qui n'est pas obligatoirement accepté par les autres et qui vont, non, sinon nous montrer du doigt en disant c'est une anormale. Donc, ensuite on va voir, il y a une autre idée qui est importante que je voulais dire, c'est-à-dire que la normalité, bien évidemment, a des formes donc infinies, puisque personne, ma vie personnelle ne regarde que moi. Mais c'est pas exactement ça. Non, c'est pas que ma vie personnelle ne regarde que ça, c'est la discrétion. C'est pas ne pas aller raconter, c'est de savoir qu'avec certaines personnes, il est préférable d'être discret. Discret parce que sinon on va déranger les autres.
On va déranger les autres avec nos manières de faire. Alors il faut savoir être discret. Donc je disais que la normalité a des formes infinies puisque personne n'est identique à personne. Et alors que le névrosé, la particularité du névrosé, c'est que lui justement, il n'a qu'une seule forme. Et qu'il a des formes et qu'il a tendance à vouloir se ressembler, être identique à lui-même. C'est-à-dire que très souvent, on peut écouter certaines personnes qui vont dire « Non, moi je suis comme ça, moi j'aime pas ceci, moi je ne suis pas capable de faire telle chose, moi ça ne me va pas. » Et nous avons tendance à nous enfermer avec des traits caractéristiques qu'on porte depuis plusieurs années ou de nombreuses années et qu'on ne veut pas modifier ou qu'on pense qu'il n'est pas possible de modifier. Et donc on s'enferme sous ces caractéristiques, on va dire. Et ça aussi, on peut dire que d'une certaine façon, c'est une forme de maladie, dans le sens où, pour l'être humain, ces caractéristiques figées n'existent pas. Sinon que tout ce qui est figé a plus tendance à ressembler à la maladie qu'à la... C'est-à-dire que nous devrions avoir la capacité, donc, quand on parle de la personnalité, par exemple, d'avoir une personnalité beaucoup plus mobile. Mobile dans le sens où j'ai la personnalité qu'il faut avoir selon la situation que je suis en train de vivre. J'ai une personnalité face à un jeune de 15 ans, mais je ne vais pas avoir la même face à quelqu'un qui me sollicite à 70 ans, non, par exemple. Donc, c'est-à-dire avoir quelqu'un qui me sollicite ou quelqu'un qui ne me sollicite pas, par exemple. Donc, nous ne pouvons pas, qu'il ne convient pas pour chacun d'entre nous, c'est pas quelque chose qui nous convient d'avoir ce genre de fixation, on va dire de fixation dans nos traits de caractère ou dans notre manière personnelle de faire face à la réalité. Et ensuite, alors, il y a une autre chose aussi qui est intéressante, c'est-à-dire que c'est pour ça que, pour savoir aussi si nous sommes normales ou si nous ne sommes pas normales, il y a aussi normal pour qui, normal pour la société dans laquelle je vis. Donc, c'est pour ça que c'est important d'apprendre et de savoir dans quelle société je vis. Quelle est l'idéologie qui est en jeu dans la société dans laquelle je vis? Parce que c'est ça que je dois apprendre. C'est-à-dire que je peux ne pas avoir eu d'enfant, mais de savoir comment on fait les enfants. Je peux ne pas faire ça, mais savoir comment ça fonctionne. Je peux ne pas voyager, mais je sais que dans la ville où je vis, il y a un aéroport, il y a des gens qui voyagent. C'est-à-dire que il y a, puis ça va me permettre de savoir ce que les autres considèrent comme normal ou pas. C'est-à-dire que pouvoir être discret, parce que je sais que dire ça à certaines personnes, ça va les gêner, ça va les embêter. Pourquoi? Parce que ça les remet en question. D'accord? C'est-à-dire que si moi je vais montrer ma manière de vivre, ma manière de satisfaire, ça va gêner certaines personnes. Parce que ça va les remettre en question, on va dire, et moi? D'accord? Donc c'est pour ça. Mais ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les normes de la société dans laquelle nous vivons, même si nous n'allons pas les respecter, parce que ce sont des normes qui ne sont pas obligatoires, qui ne sont pas imposées par la loi. Une chose, c'est la loi qu'on doit respecter, bien évidemment, mais une autre chose, ce sont des normes qui, si nous ne les respectons pas, on ne va pas aller en prison. Donc c'est des choses qu'on s'oblige à soi-même de respecter, alors que, vraiment, que ce n'est pas une obligation. Je m'en fous. Alors, et de la même façon, on peut se poser la question si, est-ce que même quand on est malade, on peut être normal, non? Et on va voir que, bien évidemment, être normal, ça ne veut pas dire ne pas souffrir de maladie, car la maladie fait partie de l'histoire de chacun d'entre nous, de l'histoire du parcours de chacun d'entre nous. Bon, alors après, personne ne peut faire plaisir à tout le monde. Donc, mais c'est-à-dire que c'est quelque chose
Non, la maladie par laquelle nous allons tous passer, ça n'existe pas. Une personne qui n'a jamais été malade, ça n'existe pas. Non. Donc quelqu'un qui est normal, c'est quelqu'un qui n'a pas perdu sa capacité de travailler, sa capacité d'aimer, qui a construit sa capacité de travail, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est important. Non, quand on voit les jeunes qui vont faire des stages, pourquoi ils vont faire des stages? Pour apprendre à développer leur capacité de travail. Des fois, c'est pas obligatoirement en relation directement avec leur formation, sinon que c'est en relation avec cette possibilité, cette capacité de travail, cette capacité d'aimer que chacun d'entre nous, nous devons continuer à travailler pour cette capacité. Hein. Et de la même façon qu'on peut être normal sans avoir de relation génitale. Donc, ça ne fait pas partie des obligations. Freud dit, pour être normal, il faut avoir la capacité de travail et la capacité d'aimer. La capacité d'avoir des relations sociales, on va dire. Des relations sociales qui me permettent d'être en relation avec les autres pour travailler. Et donc, ça va être les conditions nécessaires pour se sentir normal. On va dire, quand on reste... Et ensuite, on va dire, parce qu'il dit que certaines personnes prétendent que la psychanalyse présente une nouvelle conception de l'univers. Mais en fait, la psychanalyse ne présente pas une nouvelle conception de l'univers. C'est-à-dire que, ou que cette conception de l'univers serait comme une conception de la normalité, non ? Mais ce serait en fait aussi tyrannique que de définir la maladie. Parce que la maladie, pour chaque personne, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Personne n'a la même maladie que personne. Personne n'en parle de la même manière. Non ? Bon, travailler, c'est aussi travailler sur soi. Très bien, Marilyn. D'accord. Et donc, on va voir que quand on parle de la psychanalyse comme d'une science, c'est-à-dire que c'est un morceau de science, ça fait partie de tout le monde scientifique, non ? Et pour terminer, moi j'aimerais bien souligner, parce que ça c'est important, c'est-à-dire que il y a une chose qu'on va demander à un psychanalyste, par exemple, que le psychanalyste, dans sa formation, c'est pour ça qu'il doit continuer à se former et que sa formation doit être assez stricte, parce qu'il ne doit pas donner son opinion. Un psychanalyste ne donne pas son opinion. Et pour éviter de donner son opinion, bien évidemment, c'est le travail d'un résultat de nombreuses années d'analyse, d'accord, pour ne pas tomber dans le piège de vouloir donner son opinion au lieu de faire une lecture sur la situation du sujet, non, que nous avons en face de nous, on va dire. Donc, et ça c'est quelque chose qui est important aussi et qui va parler de la normalité du psychanalyste. Ne pas donner son opinion. Le psychotique est-il adapté à sa propre réalité en aliénant la réalité extérieure? À sa propre réalité. Le psychotique, on avait déjà vu, le psychotique, ce n'est pas quelqu'un qui est psychotique 24 heures sur 24. Non, sinon que c'est à un moment donné où il va interrompre sa relation avec la réalité extérieure pour fabriquer une nouvelle réalité. Non, Freud dit que le psychotique, à la différence du névrosé, c'est que le psychotique ne connaît pas la réalité, connaît la réalité extérieure, mais va utiliser la forclusion, c'est-à-dire qu'il va faire comme si elle n'existait pas pour se fabriquer une autre réalité. Et que dans la névrose, il y a aussi donc un éloignement de la réalité extérieure, mais là, la réalité extérieure, on va dire, n'est pas connue. Il y a le névrosé ne connaît pas la réalité extérieure, il connaît sa propre réalité, ses fantasmes, on va dire, non, ses fantasmes.
Donc voilà pour aujourd'hui. Alors vous pouvez repartir content. Nous sommes pratiquement tous normaux, n'est-ce pas? Donc merci Freud. On va dire merci Freud pour cette définition. Et en plus, c'est intéressant pour continuer à travailler sur notre capacité de travailler, notre capacité d'aimer. D'accord? C'est ce qui va être important pour chacun d'entre nous. Donc, l'objectivité du psy. Je ne crois pas qu'il s'agisse de l'objectivité, non? Sinon qu'il s'agit, c'est pas une objectivité, sinon ce sont les conditions d'écoute. D'accord, Marlène, merci à vous. Donc, bonne continuation à tous. On continue mardi prochain pour un nouvel épisode. Vous savez que vous pouvez partager sur vos réseaux ce nouvel épisode de Psychanalyse pour tous. Et on continue mardi prochain à la même heure. Bonne continuation à tous. Bonne soirée. Merci d'être là. Et à la semaine prochaine. Bonne continuation. Au revoir.